Bismillah. Juillet 1978, retour sur Terre. La fraîcheur du jour pénètre dans la ferme avec moi, en même temps que les effluves de la campagne retrouvées. Me voilà recraché comme un pépin. Rugmore est présent dans mon esprit. Partout une précision douloureuse, difficile à imaginer. Il ne me quittera plus. Le temps est cassé. Pourtant, quelle que soit la fracture, je suis ici. Je marche sur mes pas. Sylvia sifflote dans la cuisine. Porte entr'ouverte, elle fait des mots croisés. Simple correspondant, observateur neutre, je devrais céder à l'horreur. Horreur de la main refermée sur moi qui me laisse parfois filtrer entre ses doigts. Au compte-gouttes. Mais je ne ressens presque rien. Tout juste ce qu'il faut de figure humaine. Je fonctionne. Reprendre contact, traverser le sas. Du regard, je parcours les murs au papier d'ocre terni. M'arrêtant en plainte, en bois peint, au porte-manteau surchargé qui additionne les années en écharpe de laine, en cape mitée, aux marches de l'escalier qui s'enroule vers l'étage, je suis de retour. Mes mains saisissent le vide de leurs pattes d'araignée, des mains froides mais actives. Mes jambes m'emportent, me conduisent dans la cuisine où ma voix récite une promenade matinale en forêt. Le parfum des arbres, du l'humus, et dans la rivière l'éclair des poissons, ces lames d'argent qui tranchent les secondes. Sylvia entend mon bavardage, mais elle ne l'écoute pas. Elle dit oui, oui, les yeux dans sa grille. Je me regarde, je vais chercher le pain et le fromage, et puis, je mange. Le goût me revient, l'appétit aussi. Un grattement dans l'entrée. Mon récit a oublié le chien qui m'a suivi jusque dans la forêt, bondissant le long de la rivière. La cour ne lui suffit plus. Le voilà qui flaire la nourriture. Sylvia, bien sûr, a entendu elle aussi le raclement insistant. Elle pose son crayon, signe d'orage, et me jette un regard contrarié. En bref, c'est lui ou elle. En voilà assez avec cette sale bête. Elle a été trop patiente. Elle se demande comment elle a pu me supporter jusque-là. Je laisse aller ses paroles. Elle ne ressemble pas à ce portrait d'elle, gravé à l'encre bleue, sous mes paupières. Elle n'a rien d'idéal. Un mot en appelle un autre. Très vite, elle me jette la tête des injures, retenue, libérée d'une violence qui dépasse sa colère, et qui pour cette raison même la pousse à en proférer d'autres. Je me redresse enfin, la table est couverte de miettes de pain, un vrai festin pour les oiseaux de la cour. J'ouvre la porte et le chien, la truffe en l'air, s'engouffre dans la pièce. Il fait un tour rapide, furette au ras du sol, une haleine glacée s'échappe de ma gorge. Les narines pincées sous l'effet de la colère, Sylvia bondit sur ses talons. Véritable furie, les forces décuplées, elle brandit sa chaise et la jette sur l'animal. Qui ne peut l'éviter? Un hurlement strident et le chien vrille sur lui-même, fouillant une seconde vers un abri où la douleur n'existerait pas. Déjà son crâne se colore d'un rouge épais, mort sur bleu. Il s'affale, pattes frémissantes, et commence à geindre d'une toute petite voix. Je sens ma pitié immédiate se muer en fureur, mon souffle s'accélérer. Les phrases inutiles que Sylvia marmonne à présent butent à mes tympans. Je ne les entends plus. Mon regard doit être celui d'un chirurgien juste avant l'opération. Sans dévier de ma tâche, je me vois saisir la poignée du tiroir au milieu du large buffet. Ma main droite s'avance et se referme sur un grand couteau à découper. Mes doigts en épousent les contours, reconnaissent les encoches cerclées dans le manche. Je me tourne vers Sylvia, désormais pâle, les bras ballants. Perdue dans cette scène absurde, elle ne peut admettre ce qu'elle voit. Ses yeux s'agrandissent aux dimensions d'une terreur muette qui repousse vers l'impossible les limites de l'instant. Mon bras gauche a jailli et l'empoigne brusquement. Crochant les longs cheveux bruns où mes doigts s'en mêlent, elle voudrait crier, laisser exploser sa peur que l'incrédulité retient encore. Sur ses lèvres entr'ouvertes se forment des mots de refus, d'incompréhension. L'instinct reparaît, rassemblant ses forces pour fuir. Mais je ne lui en laisse pas le temps, car les cris d'agonie du chien bleu ont cessé. Je frappe, mon poing ne faisant qu'un avec le grand coutelas de boucher, s'abat sur cette chair où la vie me nargue encore. C'est simple. Le premier coup, asséné, appelle les suivants. Je frappe au ventre, à la poitrine, dénudé, aux bras qui se lèvent en un parade dérisoire. Je frappe et frappe encore, déjà le sang gicle en brève saccade qui inonde ses vêtements. Épargnant les miens, la lame brandie, rutilante, s'élève avec méthode pour s'enfoncer régulière comme le balancier d'une pendule, jusqu'aux entrailles de ce corps en surnombre. Son abdomen troué explose et décharge ses viscères. Au bout de Rugmore, au bout de mon bras,
L'instrument de l'équilibre termine son œuvre avec la froideur impersonnelle d'un scalpel achevant son incision. Sylvia, 100 fois morte, s'affaisse lentement sur le carrelage, pendue par les cheveux à ma main crispée. Fatigué enfin de leur pression, mes doigts s'écartent. À mon poignet s'est entortillée la chaînette avec son médaillon en forme de G. Je me penche pour baisser les paupières du visage horrifié. Une soudaine brûlure monte en moi et me consume tout entier. Quand le feu s'estompe, je crois voir s'écarter les parois aux arêtes verticales de la maison. Isolé dans une bulle translucide, je redécouvre d'autres objets habituels qui reprennent leur place. Le siège inclinable, le tableau de bord de Minerve IV, les écrans bavards, puis à mes pieds le cadavre de Sylvia, celui du chien bleu un peu plus loin. D'un côté, le hublot me montre une vaste étendue de rocailles couleur saphir. De l'autre, une ferme, au toit quart abandonnée, puis je m'écroule un bref instant prêt à renaître. Achevé le travail, le décor s'est reconstruit. Je traîne hors de la maison le corps de Sylvia. Il y a au fond de la cour une vieille remise au sol de terre battue. Envahi par la mauvaise herbe, c'est là que je l'enterre tout au fond. Je jette au loin la chaînette et son médaillon. Dans la cuisine et dans l'entrée, je lave à grande eau le sol souillé de sang. La serpillière ira rejoindre le cadavre dans la remise. Quand Sylvia avait pris sa petite chambre d'étudiante, près de l'université, on allait souvent se promener dans le quartier, amusarder devant les vitrines des artisans. Je me souviens de la boutique d'un cirier qui lui plaisait bien. C'est là que Rugmore me projette. Je commence à traverser la rue. L'heure est matinale, presque. Pas d'auto, mais pas s'interrompre à tous côtés. L'esprit dissocié, je ne peux ni avancer ni reculer. Je reste là comme une tangente sur ma courbe. Prisonnier de moi-même, une voiture m'évite. La suite est sans importance. Marina échangea quelques mots rapides avec l'infirmière qui leur accompagnait, puis sur le seuil, fit face au groupe une seconde, adressant à tous un petit signe d'adieu crispé avant de s'enfuir. Elle imaginait ce qu'elle allait réciter à Conti. Avec un peu de chance, il ne l'écouterait même pas ou avec distraction, pris par la fièvre du départ imminent. Pour la forme, Muller émit un soupir de soulagement en voyant sortir la jeune femme, mais personne ne s'en amusa. Sur ses traits, on lisait sans peine l'abattement du lutteur arrivé au terme de son combat. La coupe aux lèvres était vide. Il eut un dernier sursaut d'exaspération pour s'adresser à Gaspard. « Et maintenant, surhomme, qu'est-ce que vous feriez à ma place ?»« Faire ? Vous m'en demandez trop. Ce n'est pas vous qui faites, c'est Rugmore. À la rigueur, vous pouvez être. » « Être quoi ? Être là où il veut, comme il le veut. Vous pouvez vous agiter à gauche, à droite ou au milieu, il y est déjà. Vous en parlez comme si c'était Dieu. Quel Dieu ? Vishnu, Zeus, Wotan, Jéhovah, Mitra ? Vous avez le choix, au fait. Vous avez bien dû vous en trouver un nouveau ici. C'est quoi votre Dieu ? Rien du tout, pas le temps. On s'est occupé de nous, des hommes, c'est tout. Lui aussi s'en occupe, et il a le temps. C'est ça le problème. Et vous êtes sans prophète ? Ironisa Muller, bien conscient qu'il se cherchait un ennemi lui aussi, mais incapable de jeter l'éponge. Gaspard se leva, comme s'il avait voulu mettre fin à l'entretien. Même pas. Il faudrait des auditeurs et un avenir. Dans le bouillon qui me sert de crâne, il y a des moments de calme, comme maintenant. Pas de clarté, mais des espèces de lignes qui, parfois, se poursuivent au loin. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois rien pour vous, ni à faire, ni à être. Mais j'ai dans l'idée que ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose encore, quelque chose d'immense. Soudain, d'un mouvement incontrôlable, Estelle vint se blottir contre la poitrine de Gaspard. Il la reçut dans ses bras sans marquer de surprise. « Gaspard, cette femme, cette Sylvia, elle a payé pour moi, n'est-ce pas ?»« L'équilibre, fit-il, l'équilibre. Nous avions déjà ramené des tas d'objets, des fleurs, des pièces, une paire de lunettes, et même un chien. Jamais il n'a fallu équilibrer, laisser autre chose en place. Disons qu'en moi, la race humaine ne peut pas se traiter comme une paire de lunettes. Quant au chien... »« La température, s'écria quelqu'un. Ils prirent conscience tout d'un coup du froid surprenant qui régnait dans le local. Dans les thermomètres, le mercure plongeait de manière inexplicable. Pâles, ils s'entre-regardèrent, n'osant comprendre. Comme un signal, Verstrade s'écarta de ses coéquipiers et posa une main hésitante sur l'épaule de Muller qui sursauta. « Patron, dit-il, s'éclaircissant la gorge, ce gaillard peut raconter ce qu'il veut. Il y a peut-être encore une chose à se faire. Quoi, que voulez-vous dire ? Par habitude devant son chef,
Le gros assistant cherchait ses mots. Tout le monde ici aimait Muller, à présent il se rendait compte à quel point. Je veux dire, reprit-il enfin, que l'expérience est finie. Tout est fini. Il est trop tard pour bon sang. Pouvez-vous vous rendre à l'évidence? Ça n'a servi à rien. Et alors? Croyez-vous que je n'ai pas compris? Vous voulez vous sauver? Vous voulez que je vous renvoie dans le passé pour massacrer 2 ou 3 promeneurs qui vous ressemblent? Vous savez bien que nous n'avons plus le temps. Je suis comme vous, voyez. Je n'ai plus de cartes dans la manche. Moi si. Verstrade releva sa boule délavée et plongea une main fébrile dans sa poche de pantalon. Vous voyez ces petites plaques jaunes et noires? On appelle ça des cartes d'embarquement. Avec un peu de chance, on pourra monter dans la fusée et poursuivre cette conversation là-haut, si elle démarre. Ils ont tout arrêté. On marche déjà sur le lampe à pile. Venez. Si vous voulez participer à la curée, allez-y. Je ne peux pas vous le reprocher. Je n'y pensais même pas. Eh bien, allez-y. Qu'attendez-vous? Je ne vais pas vous retenir. L'infirmière vint au secours de son collègue. Il ne s'agit pas seulement de ça. Je sais que vous n'aimez pas Marina, mais elle a quand même réussi à obtenir des cartes d'accès pour nous. Pour nous tous, je veux dire. Pour vous aussi. Regardez, elle porte même la mention prioritaire. Nous pouvons passer dans la première centaine. Marina me les a données juste avant de nous quitter. Elle se doutait bien que... Halte là, vous faites ce que vous voulez. Courez là-bas vous amuser avec ces hochets. Ça vous réchauffera. Moi je reste ici. Je ne mettrai jamais les pieds dans cette casserole. Mais sacrée tête de mule, s'emporta Verstrade. Arrêtez donc de jouer au capitaine qui veut couler avec son navire. Ça vous servira à quoi? Vous entendez les cris? Sortons d'ici avant de nous faire lyncher. Je ne bouge pas. Allez-vous-en. Verstrade s'avança, presque menaçant. Est-ce qu'il faudrait vous entraîner de force? Gardez-vous-en bien. Avec une rapidité de geste inattendue, Muller fit surgir dans sa main un revolver qu'il brandit sous le nez de ses compagnons. Encore un coup, je ne vous en veux pas, mais enfoncez-vous dans le crâne que je préfère rester, même si la fusée décolle. Est-ce que c'est clair? Emportez vos bonnes paroles et foutez-moi la paix. La rage au cœur, chacun s'empressa de gagner la sortie, rassemblant en hâte les quelques objets qui pouvaient se fourrer dans les poches. Vous pouvez y aller vous aussi, insista Muller, tourné vers Gaspard et Estelle. Gaspard secoua la tête. Il était le seul dont la laine ne dessinait pas une buée blanche dans l'air glacé. Estelle, je reste avec lui. Comme Douaiseau déverrouillait à la main le système d'ouverture, la porte fut brutalement repoussée vers l'intérieur. Le heurtant au visage, 3 gaillards, les yeux exorbités, firent irruption l'arme au poing, hurlant et gesticulant. À peine entrés, ils ouvrirent le feu sur tout ce qui bougeait. « Attendez » s'étrangla Verstrade, les doigts serrés sur son précieux laissez-passer. Son crâne éclata sous la première rafale. Gaspard plongeait déjà au sol, entraînant dans sa roulade une Estelle hébétée et sans réaction. La voix de Muller traversa le fumée un court instant, cherchant en vain à dominer le tumulte. Son arme cracha la mort elle aussi. Et puis tout disparut sous le fracas des balles. Le vaste dôme, tout là-haut, s'était écarté avec une inutile majesté, révélant un jour sombre et haineux. Comme s'ils avaient guetté la faille, les vents furieux avaient aussitôt rabattu sur la fumée entassée en hauteur, puis sur le bouillonnement de la foule. Des nuages ininterrompus de poussière dense, virevoltant en bourrasques impétueuses, le grand vaisseau, argenté, vrombissait de toute cette tuyère, tandis qu'un interminable serpent d'hommes, de femmes et d'enfants en escaladait les rampes d'accès, se bousculant en une farouche ruade. Plus loin, plus bas encore, la multitude aux masques creusés, ravagée par la peur, suivait des yeux chaque mètre, chaque seconde de cette procession lente, beaucoup trop lente, insupportable. Rassemblés à la vue de tous, au haut des marches, les membres du conseil enviaient et en pleuraient de rage les premiers qui avaient pénétré dans la tour de métal, maudissant leurs privilèges ordinaires qui aujourd'hui se retournaient contre eux. Pour la parade, ils se forçaient à garder bonne contenance, à afficher une sérénité qui les fouillait de plus en plus. Le spectacle rassurant de leur groupe, aligné aux premières loges, devait permettre de maintenir un semblant d'organisation, de repousser l'angoisse montante jusqu'aux limites du supportable, jusqu'au moment où, encore une heure, rien que petite heure, souffla Dolmy. Donnez-moi une heure seulement. En sueur, tremblant de la tête aux pieds, Conti pleurnicha à son côté. Une heure, jamais je ne pourrai tenir jusque-là, croyez-vous que... Si vous bougez d'un pas, Conti, si vous faites mine de vous éloigner une seconde, je vous jure que je vous abats de ma main. Regardez-les bien. Ils nous guettent, ils crèvent de peur, prêts à s'entretuer, mais ils ont encore confiance. Dans moins d'une heure, à mon signal, tout le monde dans le sas,
et je bouge derrière nous, en attendant un geste de travers et tout s'effondre. Alors accrochez-vous à la rambarde, serrez les dents et souriez. Souriez, Conti. Mais beaucoup sont déjà entrés, beaucoup de travailleurs et pas un membre du conseil. Ce serait normal que l'un de nous, et même nous pourrions peut-être fermer dès maintenant, et la fusée, c'est vous qui la faites sortir d'ici? Vous avez oublié tous ceux qui travaillent encore. La peur au ventre, dans la salle de contrôle en bas, ils nous ont cru, eux. Ils ont accepté d'attendre jusqu'à la dernière limite pour nous rejoindre. Levez les yeux et vous comprendrez pourquoi on ne peut pas se passer de leurs calculs. Sans eux, il n'y a pratiquement aucun espoir. Ils reprogramment jusqu'au bout. À chaque seconde, si j'essaie de décoller maintenant, on a 9 chances sur 10 d'exploser au ras du sol. On a besoin d'eux pendant 58 minutes encore. Tenez bon ou vous mourrez, comme tous ceux-là. Du montant, il désignait les trop lointaines colonnes de corps entassés, à peine au sortir des galeries, luttant pour s'approcher en vain. Au bout de l'aéropage, à la parade, une conseillère à la peau luisante d'excitation s'approchait de Marina, qui se tenait un peu en retrait, droite comme un i. Faisant semblant de vérifier les cartes d'embarquement, du geste, la vieille femme engloba le fleuve humain, que déversaient sans trêve les loyaux convergents. On dirait un cauchemar, grimaça-t-elle, et personne ne veut se réveiller. Ils n'ont donc pas compris que ces cartes ne servent à rien, qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde? Je n'arrive pas à y croire. C'est pourtant visible, il suffit de lever la tête. Ils l'ont peut-être compris. Cessez de les prendre pour des imbéciles. Et que voulez-vous qu'ils fassent? Ces turbines qui rugissent sont leur seul et unique espoir. En ce moment, ils ne veulent rien en entendre d'autre, et leurs yeux ne voient que des familles entières qui continuent à monter à bord. Ça leur suffit. Pour combien de temps? Regagnez votre place, redressez-vous. 23 minutes. Anna s'endormit sans desserrer les lèvres. Il respirait de plus en plus difficilement sous l'effet de la fatigue, de l'angoisse et de la poussière qui s'infiltrait dans les narines, les gorges, les poumons. 23 petites minutes et... Sa phrase resta en suspens, livide. Il fixait d'un œil éteint le voyant lumineux, brusquement sans vie, à son poignet. Elle s'accrocha à la main courante. Conti fut le premier à remarquer son changement d'attitude. « Qu'y a-t-il » hurla le chargé des affaires scientifiques, en mépris de toute prudence. Tel un boxeur sonné, Dolmy refaisait surface, ouvrant et refermant la bouche. Interruption du compte à rebours, parvint-il à articuler, le langue noyée dans une salive pâteuse. Quoi? C'en était trop pour Conti. Il tourna sur lui-même, poussa un gémissement bref et s'évanouit. D'en bas, s'éleva aussitôt un murmure grandissant, trop longtemps retenu. Des questions fusèrent. Une houle menaçante commença d'agiter les rangs. Tout ce qu'on voulait éviter. Réagissant au quart de tour, Marina enjamba le corps étalé de son patron sans lui accorder un regard et secoua rudement Dolmy aux épaules. « Reprenez-vous, lui ordonna-t-elle. Que se passe-t-il enfin? Répondez-moi. Je ne sais pas. Une avarie, quelque chose, le compte est bloqué à moins 23. Ce n'est peut-être pas grave, c'est souvent arrivé aux essais. Il vous faut combien de temps? Quand voulez-vous que je vous le dise? 1 ou 2 heures, peut-être moins, laissez-moi parler au contrôle. Il s'isola, penché sur son émetteur. La jeune femme encaissa le coup, se mordant la lèvre et réprimant la stupide nausée qui s'emparait d'elle. Avant tout, déclara un conseiller sans changer de position, sans même tourner la tête, il faut afficher notre calme et rester serein. Vous avez entendu? Ce n'est peut-être qu'un détail. Reprenons nos places et poursuivons l'embarquement. Pas d'affolement, tant que les moteurs tourneront, tant que leur bruit dominera le panique. La foule ne remarquera rien. Un conseiller a eu un malaise, c'est tout. Il s'agit d'un retard, rien d'autre. À part nous, personne n'est au courant du minutage. Il se calme déjà. Seule la voix de la fusée compte pour ces gens. Il ne... C'est alors que le formidable grondement des turbines s'atténua puis mourut. Il y eut un silence effrayant. Puis comme un seul homme, sans se concerter, les conseillers, piétinant le corps de Conti, se ruèrent dans le sas, suivis de Marina et Dolmy qui par chance se trouvaient près de l'entrée. Ce dernier eut même la présence d'esprit de commander la fermeture hermétique. « Je peux toujours essayer de remettre en route, dit-il. Si ça marche, peut-être même que nous pourrons nous élever sans guidage, à l'aveuglette, en détruisant tout derrière nous, bien sûr. Et après? Après,